C'est l'un des faits marquants du 55e anniversaire des Forces armées nationales. Plusieurs casernes militaires changent de nom. Le camp 1178 porte depuis ce matin le nom du général Babassi. Le camp Bangré de Cambouensin devient le camp général Bilazagré. Le camp de Bankui de Dédougou, lui, est rebaptisé camp Nazibouni. Toutes ces cérémonies en images, c'est dans un instant. Et puis à la veille de l'hommage aux martyrs de l'insurrection du putsch, nous recevons Madame Nicole Angeline Zan, ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Il sera question des mesures de soutien aux familles et aux blessés. Bonsoir Madame le ministre. Et à tout à l'heure. Et puis l'affaire des fausses cartes d'électeurs qui avait défrayé la chronique, finalement elle est classée sans suite. L'enquête menée par la police et la gendarmerie n'a rien révélé de répréhensible selon le procureur. Les précisions dans un instant. Et puis dans quelques heures, les premiers coups de pédale du 28e Tour cycliste du Faso. 10 équipes étrangères seront sur la ligne de départ. Les étalons cyclistes, eux, reçoivent les encouragements du gouvernement et du Mongo Naba Bango. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le camp 1178 porte désormais le nom du général Babassi. Le baptême de la caserne a eu lieu ce matin en présence du président du Faso. Le général Babassi est l'un des pionniers de l'armée burkinabé. L'espoir, c'est que sa bravoure et sa loyauté inspirent les générations actuelles de militaires. Salifou Belem, Kwame Bama et Viviane Tienderbeo. Le 15 octobre 2015, cela aurait fait 54 ans que le général Babassi est entré dans l'armée voltaïque. Décédé le 19 avril 1997, il a servi l'armée française pendant 22 ans et l'armée voltaïque 18 ans. De soldat deuxième classe, Babassi a terminé sa carrière comme général de corps d'armée, un grade qu'il a obtenu en 1978, l'année où le régiment d'artillerie a pris service dans ce camp qui porte désormais son nom. C'est quelqu'un qui a été un grand patriote. Et c'est quelqu'un qui a aimé beaucoup son pays. Voyez-vous, ils auraient pu rester dans l'armée française. Ils étaient nettement plus rétribués. Et pour le chef d'état-major général des armées, le général Babassi doit inspirer les générations actuelles et futures de militaires puisqu'il a incarné au mieux le courage, la loyauté, l'honneur et la dignité, des valeurs qui devraient toujours prévaloir au sein de l'armée. Je suis content que dans la phase de la cohésion et de l'unité de notre armée, ses premiers chefs aient estimé qu'il est nécessaire qu'ils se réconcilient avec leur propre histoire en mettant en avant l'exemplarité de leurs aînés. Maintenant, à titre personnel, n'importe qui dans ma situation est suffisamment ému et content. Le camp général Babassi est situé au pied de l'échangeur de Ouaga 2000, à sa sortie vers la route de Pau. Et à la sortie nord de Ouagadougou se trouve le camp Bangré de Cambouensin. Désormais, il faudra l'appeler camp général Bilazagré. Le général Zagré est un ancien chef d'état-major général de l'armée voltaïque. C'est le premier ministre qui a procédé au baptême ce matin et fait notable. Le général Zagré était présent à cette cérémonie. Souleymane Sanou, Draman Guéné. Jadis connu sous le nom Camp Bangré, l'École nationale des sous-officiers d'actifs et le Britannique militaire de Kadioko deviennent officiellement Camp général Bilazagré. Le général Bilazagré, c'est bien de cet homme de 90 ans qu'il s'agit. Du haut de ses 39 ans de service militaire bien rempli, son nom est aujourd'hui gravé sur le fronton de cette caserne de Cambouensin. Baptiser cette caserne de son nom, c'est donner des repères à nos enfants, à la génération future, pour que l'on puisse s'inspirer de ce qu'ils ont tracé comme chemin, afin que véritablement plus jamais notre armée ne se mette en marche de notre société. La famille qui a prêté la voix au général émérite se réjouit de la reconnaissance de la nation à l'endroit de l'homme. On est plus que honorés et on remercie vraiment les autorités de la transition, les autorités militaires pour cette vraiment grande reconnaissance. C'est une très belle clairvoyance de donner des noms du vivant, de ceux qu'ils méritent. Qu'ils puissent encore une fois, j'allais dire, vivre ces instants de bonheur avant de quitter
cette terre. Le général de brigade Bila Zagré a été chef d'état-major général des forces armées voltaïques de 1979 à 1980. Le général Zagré a aussi occupé des postes ministériels comme l'intérieur et la sécurité, les postes et télécommunications et l'information. Même cérémonial aujourd'hui à Dédougou, le camp Bankui porte désormais le nom de Nazi Boni. C'est un hommage rendu à cette figure de l'histoire du Burkina Faso. Compte rendu, Yves Rwamba et Nayalagdo Paul Sawadgo. S'appellera désormais camp Nazi Boni. Ainsi, le camp Bankui change d'appellation pour devenir camp Nazi Boni. Par cet acte, l'État burkinabé rend hommage à Nazi Boni, une personnalité qui a marqué l'histoire du Burkina. Et c'est en reconnaissance à tout ce qu'il a posé comme acte, n'est-ce pas, pour notre pays, que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a décidé, et dans le cadre, n'est-ce pas, des baptêmes qu'on veut accorder à un certain nombre de camps militaires, que celui de Dédougou, région dans laquelle il est issu, puisse désormais porter son nom. En prenant le nom camp Nazi Boni, le 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou veut donc s'illustrer et préserver les valeurs que défendait Nazi Boni. Le monde entier sait que l'armée du Burkina Faso est une armée dont nous pouvons être fiers et qui est une armée vraiment valeureuse. Et le fait que un de ces camps a été baptisé au nom de Nazi Boni, vous comprendrez aisément que c'est une grande fierté pour le Burkina Faso. Né en 1909 et décédé accidentellement en 1969, Nazi Boni, dont plusieurs symboles portent son nom à Dédougou, a assisté à la révolte Bois en 1915 et a marqué l'histoire politique du Burkina par plusieurs actions. Il est aussi l'un des premiers écrivains du Burkina avec son roman Le crépuscule des temps anciens, paru en 1962. Hommage donc aux illustres dévanciers, hommage également cette fois à ceux qui sont tombés sur le champ du combat pour la liberté. Et beaucoup plus récemment, ce 31 octobre, le Burkina rend hommage aux victimes de l'insurrection et de la résistance. Et pour une cérémonie sans fausse note, répétition générale pour tous les acteurs concernés par la cérémonie cet après-midi, l'une de nos équipes était sur place. Roger Kam, Yolande Lompo. Une répétition grandeur nature à la place du monument des héros nationaux. Ici, les principaux acteurs qui doivent participer à la cérémonie d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ainsi qu'au coup d'État manqué du 16 septembre 2015 passent en revue leur. On va se mettre en place, on va directement à la cérémonie de dépilation des martyrs. Un hommage sur fond de musique de la fanfare de la gendarmerie nationale avec pour slogan « Mort pour la patrie ». Au devant de la scène, les familles des victimes assisteront, tout comme les distingués invités qui seront présents ce jour-là, au cérémonial de décoration à titre posthume des victimes du putsch manqué et à l'élévation des martyrs au rang de chevaliers de l'ordre national avant la découverte de la stèle. Le Burkina Faso qui s'apprête donc à rendre hommage aux victimes de l'insurrection et de la résistance. Et à ce sujet, comme annoncé en titre, je reçois pour vous, Madame le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, Madame Nicole Angéline Zan. Bonsoir, Madame le ministre. Oui, bonsoir, Monsieur Jean-Emmanuel. Oui, alors, première question, Madame le ministre. À ce jour, est-ce qu'on connaît le nombre total et définitif des martyrs de l'insurrection et de la résistance? Bien, merci pour l'opportunité que vous offrez à mon département à travers ma personne pour être sur votre plateau ce soir, en entretien avec vous. Et je voudrais dire que par rapport à l'effectif total des martyrs aujourd'hui, je voudrais que nous nous attachions à observer, à respecter les chiffres qu'on a donnés comme étant ceux-là qui ont été vraiment élevés au rang de martyrs, la dernière fois 28. Et aujourd'hui, nous avons les 14 alors qui sont tombés lors du coup d'État manqué des 16 septembre. Mais de manière générale, à travers l'insurrection populaire et le putsch, nous avons pu, au niveau du social, je m'inscris dans cette perspective-là, rendre visite à au moins 45 familles, dont 31 familles
pour d'abord que nous nous appelons à l'action sociale les martyrs aussi de l'insurrection populaire, et maintenant les 14 familles au niveau de ceux-là qu'on a recensés pour le putsch manqué. Alors la question du social, justement, il est question donc de soutien, il est question de prise en charge. Hier, en Conseil des ministres, des décrets ont été pris allant dans le sens donc du soutien aux familles des martyrs. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui a été arrêté, notamment pour ce qui concerne les martyrs? Alors, je voudrais dire merci pour ça, parce que mais avant qu'on aborde la problématique des décrets, je voudrais rappeler un peu qu'au niveau du département de l'action sociale, nous avons reçu mandat de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, de pouvoir rendre des visites psychosociales à toutes les familles donc, des victimes, dans la perspective de créer encore cette cohésion sociale, dans la perspective d'apporter un message de pardon, de tolérance et d'acceptation mutuelle. Ça, nous l'avons fait dans toutes les familles. Et en même temps également, au moment où nous le faisons et au moment des événements, les victimes ont bénéficié d'accompagnement sanitaire de la part du ministère de la Santé et aussi des agents de l'action sociale qui exercent dans les formations sanitaires. En outre, on les avait accompagnés en son temps de denrées alimentaires pour aider les familles quand même à amortir le choc et à pouvoir se ressaisir. Bon, à cela également, il y a eu un accompagnement scolaire et nous avons tenu, comme cela était un peu informel, avec le temps, à formaliser tout cela à travers des décrets. Pourquoi? Parce qu'on souhaiterait que l'opinion puisse savoir que ce que nous faisons entre dans un cadre normatif légal et que ce ne sont pas des actions sporadiques, spontanées, mais des actions voulues par le gouvernement, voulues alors par les membres du gouvernement pour accompagner de manière officielle ces familles-là. Donc nous avons adopté 5 décrets en Conseil de ministres. Et le premier décret, vous voulez que je l'ai? Voilà, si vous pouvez revenir donc sur véritablement le contenu de ces décrets-là pour ce qui concerne spécifiquement les familles des martyrs. Voilà, pour spécifiquement les familles des martyrs, il y a eu donc les 5 décrets que nous avons adoptés à la date du Conseil du 14 septembre, mais que nous avons formalisé donc hier en Conseil de ministres. Et le premier décret est relatif au domaine du logement social. Alors, je voulais vous dire que lors de nos visites justement de soutien moral à ces familles-là, on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont totalement démunis. Il y a des veuves qui vont rester avec des orphelins sans domicile. On a essayé alors de leur apporter un toit pour leur permettre de vivre dignement, d'élever dignement leurs enfants et que les enfants ne manquent pas du strict minimum. Donc, à cet effet, il y a 8 veuves qui vont bénéficier donc des logements sociaux de type F3. Le deuxième décret, lui, il est relatif à l'emploi. Alors là également, nous avons constaté qu'au lieu de donner quelquefois de l'argent aux veuves pour la gestion, nous avons estimé que le social devrait permettre de pérenniser donc une action d'accompagnement et d'épanouissement de ces veuves. Alors il ressort de ce fait que toutes celles qui sont titulaires du BEPC ou du certificat d'études primaires, nous avons négocié avec le gouvernement, on peut les recruter au titre de mesures nouvelles de l'année 2015. Et là, nous avons eu malheureusement rien que 3 veuves qui remplissent les conditions. Alors, sur les 18 autres veuves qui restent, nous avons décidé qu'au lieu de les laisser comme cela, sans rien, de les accompagner donc avec une somme symbolique d'1 million de francs pour la création d'unités économiques. Et là, elles seront accompagnées avec le ministère de l'Industrie et puis également le ministère de la Jeunesse et de la Formation à l'emploi. Alors, il est question également de formation professionnelle, notamment pour les enfants. Voilà. Et les ayants droit. Voilà, et les ayants droit. Là également, nous avons dit que l'éducation est le premier bien que l'on puisse faire à un enfant. Et lorsque le papa n'est pas là et que la maman n'est pas dans les conditions pour pouvoir assurer cette tâche convenablement, l'État doit intervenir. Et à ce titre-là, donc, pour les enfants des victimes, ils seront pris en charge durant tout leur cursus scolaire jusqu'à la majorité à raison de 75 000 francs par enfant pourvu qu'on les inscrive dans les écoles publiques. Et maintenant, pour la formation professionnelle, là, nous avons dit qu'on peut aller jusqu'à... Actuellement, on en a recensé que 12 d'ailleurs qui remplissent les conditions.
payer cette formation professionnelle à raison de 300 000 francs par enfant durant également tout leur cursus scolaire jusqu'à la majorité complète. Alors Madame le ministre, ça c'est pour ce qui concerne donc les martyrs. Il y a également cette question des blessés. Récemment on a vu donc des blessés se plaignent d'être abandonnés par le gouvernement. Alors à ce niveau, qu'est-ce qui est également prévu? D'accord, merci. Mais je souhaiterais que l'on recadre un peu. Dire qu'ils se plaignent d'être abandonnés par le gouvernement, c'est trop dire. Vous êtes témoin avec nous que durant les événements... C'est ce qu'ils ont dit. Ah oui, je suis d'accord. Durant les événements des 30 et 31, des 16 et 30 et 31 octobre 2014, à partir du 16 au 6 septembre 2015, que le gouvernement s'est mobilisé, d'abord par la prise en charge sanitaire. Tous ont bénéficié de prise en charge gratuite dans les formations sanitaires. C'est quelque chose. Nous les avons accompagnés avec des vivres, allant d'un accompagnement sur une durée de 6 mois à 12 mois. Et cela nous fait un coût global de 54 millions environ pour toutes les victimes blessées. Je crois que c'est déjà un pas. Ensuite, nous avons un projet, nous avons mis de côté spécialement à l'action sociale et on le leur a dit, si vous avez des projets d'AGR, d'activités génératrices de revenus ou bien de consolidation de vos activités, on peut vous accompagner socialement à hauteur de 150 000 francs. Et là, nous avons mis de côté 92 bénéficiaires. Actuellement, il y a une trentaine de dossiers qu'on a examinés et adoptés et qui sont en cours de paiement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui se fait pour les blessés. En outre, l'un de nos décrets hier stipule que nous devons leur apporter un soutien financier à eux tous de l'ordre de 150 000 francs. Bon, ce n'est pas compensatoire, mais quand même, on veut les accompagner sur le plan social. Je me dis que tout cela cumulé, c'est de fortes sommes. On ne peut pas les payer, il faut le reconnaître. Ceux qui ont perdu la vie, ceux qui sont blessés, nous ne pouvons même pas penser pouvoir monnayer cela en termes financiers. Mais seulement ce soutien pour leur dire, nous sommes à vos côtés, nous vous accompagnons, ressaisissez-vous après guérison, travaillez encore à construire le pays avec nous, ça nous le faisons. Madame le ministre, on est pris par le temps malheureusement, sinon il y a beaucoup d'autres aspects qu'on aurait pu évoquer. On va vous remercier d'être passé sur notre plateau. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, un rappel, l'invité de ce 20h était Madame Nicole Angeline Zan, ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Il a été question donc des mesures de soutien aux martyrs et aux blessés. Suite de ce journal, l'affaire des fausses cartes d'électeurs a été classée sans suite. C'est le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui a donné l'information au cours d'une conférence de presse cet après-midi. Les enquêtes diligentées par la police et la gendarmerie n'ont pas permis de conclure à une qualification pénale. La décision a été notifiée aux plaignants. Selon le procureur, c'est donc la fin de l'affaire. Yacouba Diallo, Issa Lankwande. Le dossier sur l'affaire des 5000 fausses cartes d'électeurs est classé sans suite. Les enquêtes menées par la police et la gendarmerie n'ont donné aucun résultat qui corrobore la thèse de la fraude. L'exploitation des procès-verbaux de la police et de la gendarmerie, en sus des réquisitions adressées à la direction des transmissions et de l'information de la direction générale de la police nationale et la CENI, n'ont pas permis à mon parquet de conclure à une qualification pénale. Aucune fausse carte d'électeur n'a été saisie par le commissariat de police de Ouagadougou. Selon le procureur du Faso, l'expertise des disques durs des ordinateurs du cybercafé incriminé n'ont pas permis d'indexer directement l'affaire des 5000 fausses cartes d'électeurs. De même, la perquisition des locaux de l'OTRAF à Ouagarinter où des formulaires des cartes d'électeurs ont été trouvés révèle que les 10 formulaires y ont été oubliés par les opérateurs d'enrôlement biométrique de la CENI qui avaient utilisé les locaux pour les besoins de l'enrôlement. Le classement du dossier a entraîné la relaxe du gérant du cybercafé le 9 octobre dernier, a dit le procureur du Faso, qui appelle tout citoyen à le saisir pour toute infraction relative au processus électoral. L'heure du bilan pour les projets et programmes mis en œuvre de 2013 à 2014. En tout, 14 projets ont été évalués, 8 ont été jugés satisfaisants, 4 en difficulté et 2 sont carrément à réviser. Le bilan est mitigé et fait ressortir des difficultés liées à la gouvernance des projets et programmes et surtout à la lenteur dans le décaissement des fonds. Jean-Eudes Bayala, Oumar Zombré et Jacques Lamissa Tarpaga.
Des résultats satisfaisants et des avancées significatives en matière de gouvernance des projets, c'est ce qui ressort de l'Assemblée sectorielle des projets et programmes placés sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2015. Au cours de cette Assemblée générale sectorielle, le bilan dressé fait état de 14 projets et programmes évalués, dont 8 ont exécuté convenablement leurs activités, 4 sont en difficulté et 2 sont à réviser. La mise en exécution des programmes et projets depuis le passage au budget programme en 2010 ne se fait pas sans difficulté. Tous les acteurs sont responsables en partie, des contre-performances des projets. Il y a d'abord la gouvernance même des projets. Si le comité de pilotage ne fonctionne pas bien, si le ministre de tutelle lui-même du projet ne suit pas au jour, au quotidien, donc le projet, il va sans dire qu'à un moment donné, les acteurs font ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. Il y a aussi le fait qu'on a quelquefois des procédures qui sont... c'est vrai, c'est des procédures qui visent la transparence, mais qui jurent avec vraiment une recherche de célérité et d'efficacité. La bureaucratie excessive qui fait que les choses sont lentes. Il y a même aussi la responsabilité des bailleurs de fonds aussi, dans certains cas, qui ont des procédures difficiles qui font que les décaissements sont lents et difficiles. Les recommandations faites concernent le décaissement à temps des fonds, le suivi effectif des projets et programmes pendant leur exécution, des recommandations qui doivent être prises en compte avant le passage définitif au budget programme en 2017. Troisième rapport national sur l'application du protocole de Cartagena. Le document est en cours de validation. Il s'agit d'un concentré des activités de l'Agence nationale de biosécurité. Le rapport fait le point sur la manipulation et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés au Burkina. Objectif, s'assurer que l'usage de ces technologies respecte rigoureusement les règles de protection. Hervé Kaboré. Le troisième rapport national sur l'application du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est la synthèse des activités de l'Agence nationale de biosécurité de 2011 à 2015. Des activités qui se placent au centre de la gestion de l'avènement des biotechnologies avec leurs produits, notamment les organismes génétiquement modifiés OGM. L'Agence nationale de biosécurité est l'autorité nationale compétente au niveau donc du Burkina pour toutes les questions qui touchent à la biosécurité, c'est-à-dire donc à la gestion des organismes génétiquement modifiés. Mais la gestion bien sûr sécurisée de ces organismes génétiquement modifiés. Ce rapport se veut une capitalisation des actions de l'ANB. Il satisfait également l'obligation du Burkina Faso vis-à-vis du protocole de Cartagena qu'il a ratifié en avril 2003. À partir du moment où vous signez le protocole, vous avez obligation de rendre des rapports de façon périodique. Et donc, nous le faisons parce que c'est un engagement de notre pays et nous devons effectivement exécuter et nous soumettre à nos engagements. Il permet donc au Burkina d'être en conformité avec ses accords internationaux en matière de biosécurité. Et après cet atelier qui se consacre à son adoption, le rapport devra servir de guide sur les préventions des risques biotechnologiques au plan national et international. Le Burkina Faso, un pays à grand potentiel en matière de gomme arabique, mais le problème qui demeure est lié au déficit de qualité du produit. L'agence burkinabé de normalisation et de qualité s'attaque à ce problème. Elle vient d'organiser une rencontre avec les acteurs du secteur. Nongba Kouda, Yolande Lompo. Des acteurs de la filière gomme arabique à nouveau réunis dans la capitale burkinabé. Cette fois-ci, ils veulent parler de la normalisation de cette matière première utilisée dans la teinture, le textile, les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique et dans l'agroalimentaire pour la stabilisation des jus. L'élaboration de cette norme va permettre l'amélioration de la qualité de la gomme arabique et aussi l'accroissement de la compétitivité de ce produit face à la concurrence. Cette norme vise également à protéger la santé des consommateurs. Le Soudan, le Tchad et le Mali sont les plus grands exportateurs de gomme arabique en Afrique. Le Burkina Faso, qui occupe la dernière place malgré l'existence de peuplement de cette espèce dans les régions du Sahel, de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, du plateau central et de la boucle du Moun, veut changer la donne. On a un potentiel disponible sur le pied d'environ 1500 à 4500 tonnes de gomme
arabique. Alors sur le plan économique, la plupart donc, de la production qui tourne actuellement autour de 600 à 700 tonnes exportées. Donc ce qui ramène donc de la valeur ajoutée donc aux producteurs et aux commerçants exportateurs évalués donc à une vingtaine donc, de millions, voire une trentaine donc, de millions par an. Une fois élaborée et mise en application, la normalisation de la gomme arabique devra servir les intérêts de toute la communauté. 9e édition de la conférence internationale des serviteurs et servantes du Christ de Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le président du Faso, Michel Kafando, le reportage de Mokhtar Ouedraogo et Claudine Dimabio Bikaba. 1995-2015, la conférence internationale de Ouagadougou CIO, devenue conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ de Ouagadougou CISCO, a 20 ans. Un 20e anniversaire qui marque la 9e édition de cet événement devenu un biennal à partir de 2001. Cette rencontre aura au cœur des échanges « Lève-toi, brille et répand la gloire de Dieu sur la terre ». Nous avons trop tardé, nous sommes trop couchés, nous sommes trop assis. Le temps est venu de nous secouer un peu, de sortir de nos torpeurs, de secouer nos pensées traditionnalistes et nos mentalités de pauvreté pour réaliser que nous sommes des hommes complets comme les autres, remplis de potentialités, remplis de vision et que nous n'avons rien à envier aux autres nations. Cette semaine-là, les anciens, les jeunes qui seront là, je vais les enseigner, les éduquer, les encourager à entrer dans cette vision. L'ouverture de la CISCO est marquée par le discours du fondateur Philippe Karambiri et celui du président du Faso Michel Kafando qui a rappelé à ses participants venus de 16 pays d'horizons divers que Dieu est amour mais il est aussi justice. Il a d'ailleurs reçu un certificat d'honneur du fondateur qui le lui a décerné pour son humilité, sa sagesse, son sens élevé de la responsabilité et pour son courage. Cette édition prendra fin le 31 octobre. Sport à présent, c'est demain vendredi que le 28e tour international du Faso prend son départ de Ouagadougou. À 24 heures du premier coup de pédale, 10 équipes étrangères sont déjà arrivées. Les étalons cyclistes, eux, ont reçu ce matin les encouragements du gouvernement par la voix du ministre des Sports et ceux du Mogo-Naba Bango Kalfa Ouattara. Avec des équipes comme l'Érythrée, le Maroc, l'Algérie, l'Allemagne, la Suisse, la bataille dans la caravane du 28e tour du Faso s'annonce rude. Les autorités en charge du sport en sont bien conscientes. Je suis venu porter un message d'encouragement à nos étalons cyclistes pour leur dire que vraiment tout le peuple est derrière eux. Le peuple a fait preuve de courage, la jeunesse a fait preuve d'engagement et que nous les encourageons à emboîter ce pas-là. L'occasion est belle pour que nous profitions de ce tour-là pour rayonner davantage l'image de marque du Burkina Faso et en assurant une participation honorable et en allant enrichir des performances qui vont répondre aux attentes des Burkinabés. Pour la première fois dans l'histoire du Tour du Faso, chaque étalon percevra une prime de sélection de 500 000 francs. Après les encouragements du gouvernement, les étalons conduits par le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, Alassane Dewangrawa, sont allés recevoir les bénédictions de Sa Majesté, le Mogo-Naba Bango. Une occasion pour Sa Majesté de consolider la réconciliation entre Salfo Bitienga et Rasmane Ouedraogo. Raif Badawi, lauréat du prix Sakharov 2015, le Parlement européen apporte ainsi son soutien au blogueur saoudien condamné à 10 ans de prison et 10 000 coups de fouet pour avoir encouragé la liberté d'expression. Pour le moment, la sentence est suspendue, mais ce prix est un appel lancé aux autorités saoudiennes. Le blogueur saoudien Raif Badawi est le lauréat 2015 du prix Sakharov. Le Parlement européen apporte son soutien à cet homme condamné en 2012 à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour avoir tenu un blog encourageant la liberté d'expression. Raif Badawi a subi en janvier dernier les 50 premiers coups de fouet, mais la sentence est pour le moment suspendue. Pour le président du groupe conservateur et réformiste du Parlement, le signal est clair.
C'est très important de récompenser Raif Badawi avec ce prix parce que cela envoie un message fort aux autorités saoudiennes qu'elles doivent autoriser la liberté d'expression, elles ne doivent pas reprendre les coups de fouet. Le prix Sakharov du Parlement européen récompense chaque année une personnalité ou une organisation qui se bat pour les droits de l'homme. Le docteur congolais Denis Mukwege est le lauréat de l'année dernière pour son combat en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. C'est une décision historique en Chine. L'Empire du Milieu met fin à sa politique de l'enfant unique. Tous les couples chinois sont désormais autorisés à avoir 2 enfants. 35 ans après la mise en place de cette politique, la Chine est confrontée aujourd'hui à un vieillissement de sa population et à un déséquilibre numérique entre les 2 sexes, les couples chinois préférant avoir un garçon plutôt qu'une fille. La politique de l'enfant unique en Chine, c'est fini. L'annonce a été officialisée par un communiqué du Parti communiste rapporté par l'agence Chine Nouvelle. Cette décision historique autorise également tous les couples chinois à avoir 2 enfants. Le plénum du PCC est actuellement réuni à huis clos pour faire le point sur la situation dans l'Empire du Milieu. Cette décision historique donc intervient après un assouplissement adopté il y a 2 ans et qui permettait déjà aux Chinois d'avoir 2 enfants si l'un des 2 parents était lui-même enfant unique. Alors pourquoi un tel revirement 35 ans après la mise en place de la politique de l'enfant unique? Il s'agit de corriger l'inquiétant déséquilibre homme-femme du pays, d'enrayer le vieillissement de la population. Mais l'autre objectif, c'est aussi de rebooster l'économie chinoise qui s'est essoufflée après des années de croissance exponentielle. À présent, un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens. Plusieurs sujets ont fait l'objet de commentaires, notamment les décisions prises hier en Conseil des ministres et la réélection de Alassane Dramane Ouattara. Jacques Lamissa Tarpaga. Et on reparle du coup d'État du général Diendéré, mis en échec dans les parutions de ce jeudi. Le pays nous explique comment Gilbert Diendéré a sauvé sa peau. Dans une grande interview, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo donne des précisions. Il reconnaît avoir aidé le général à quitter le camp Nabakom 2 pour l'annonciature pour éviter un bain de sang. Pendant 1 heure, je tente de le faire fléchir, mais il persiste et reste déterminé à combattre jusqu'au bout, déclare M. Ouedraogo. Sur la vie nationale, l'ancien président affirme avoir l'impression que les hommes politiques ne tirent pas suffisamment leçon du passé, qu'ils soient récents ou lointains. Sur le même sujet, c'est l'ambassadeur du Danemark qui s'exprime lui aussi dans une interview, mais cette fois dans l'Observateur Palga. Nous avons plus que jamais confiance au peuple burkinabé. Ce n'est certainement pas le premier coup d'État, mais nous espérons que ce soit le dernier, a-t-il dit. Et la suite de ce coup d'État, on le sait, est marquée par des arrestations. Fatou Diendéré, l'épouse du général, est en exil au Togo. Un mandat d'arrêt est lancé à son encontre. Aujourd'hui, au Faso, nous apprend qu'aux dernières nouvelles, Lomé refuserait d'extrader Fatou Diendéré. S'agissant de la conduite de la transition, Notre Temps consacre son édito aux nominations en Conseil des ministres. Le journal se demande s'il s'agit vraiment de nominations pour nécessité de service. Entre le 9 et le 22 octobre, 163 personnes sont nommées, précise Notre Temps, qui pense d'ailleurs que cette situation n'a d'explication qu'un futile partage du gâteau entre amis. Pour terminer, élection en Côte d'Ivoire, 83,66% pour Ado, c'est quand même un peu gênant, estime l'Observateur Palga. Le quotidien écrit qu'un tel raz-de-marée est la preuve qu'il n'y a plus d'opposition digne en Iburni, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. L'Obs poursuit par cette remarque: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et c'est ce qui s'est malheureusement passé au royaume d'Ado. Pour le pays, Ado se trouve entre 2 précipices, la réconciliation nationale en mettant fin à la justice des vainqueurs et le retour d'ascenseur qu'il doit au PDCI qui le soutient depuis 2010. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.